À quoi tu penses, une émission proposée par Marion Richer et Antoine Hamrel et réalisée dans les studios de RCF Sarthe par Mathieu Goualard. Alors dans le premier volet de notre émission, le mensonge, une arme de destruction massive, nous avons pu comprendre la façon dont le mensonge est intrinsèquement un fait moral et qu'il a en cela à voir avec le mal. Pourtant, est-ce nécessairement toujours le cas ? Le mensonge, nous l'avons tous expérimenté, est parfois une nécessité qui semble s'imposer afin de maintenir une forme de paix sociale, de paix familiale. Ne pourrait-on pas mentir au nom du bien ? La vérité ne serait-elle pas plus insupportable que le mensonge en certaines circonstances ? Et dans le champ politique, si le mensonge est une vertu pour certains, il est pour d'autres un insidieux poison qui infecte le corps social. Alors quand on s'intéresse au mensonge d'un point de vue philosophique, on en revient très souvent à l'opposition entre Emmanuel Kant, dont on a parlé dans la première émission, et l'écrivain et essayiste français Benjamin Constant. On a vu qu'avec Kant, le mensonge n'était pas quelque chose d'anecdotique et d'anodin, puisqu'il entraînait finalement une rupture profonde de la confiance, une rupture de l'édifice social, un risque d'effritement relationnel. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu de cette opposition qu'il y a eu entre ces deux penseurs autour de la question et de l'usage du mensonge ou de la permission, entre guillemets, de pouvoir recourir au mensonge ? On s'est beaucoup moqué quand même de la position de Kant, que considère sans doute à juste titre comme beaucoup trop extrême, totalement intenable, voire totalement ridicule. Notamment, disons qu'elle peut paraître un peu formelle d'une certaine manière et ne pas avoir prise avec le réel de nos vies. Et de fait, la dimension formelle, c'est exactement l'argument qu'il donne pour insister, pour persister dans ses idées. Notamment, on dit c'est très bien, mais c'est le grand exemple, si je cache des juifs dans ma cave, je ne vais pas aller dire à l'Allemand, au soldat nazi qui frappe à la porte que je les ai cachés. C'est totalement absurde et contre-productif et criminel. Donc, pourquoi est-ce que Kant persiste et signe devant la façon dont Benjamin Constant, qui est l'un de ses opposants, le ridiculise, le tourne en ridicule dans sa réponse? Pourquoi est-ce que Kant persiste ? Parce que c'est pas comme s'il avait écrit un texte qui disait « on n'a jamais le droit de mentir », il y a quelqu'un qui le réfute et il en tient compte. Non, il insiste, il dit « on n'a vraiment jamais le droit de mentir ». Donc c'est là qu'il voit que rejoint cette idée de gravité vraiment par rapport à ça. Et c'est dans un texte qui s'appelle « Sur un prétendu droit de mentir par humanité » de 1797. Et là, il répond à la critique de Benjamin Constant, qui se moquait vraiment de la position de Kant dans ses œuvres morales qui étaient parues un peu plus tôt, en 1785. Constant écrit « Le principe moral de dire la vérité, que dire la vérité est un devoir, s'il était pris d'une manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible. » Donc lui, il est dans le concret, c'est un peu pragmatique. Nous en avons la preuve dans les conséquences très directes qu'a tiré de ce principe un philosophe allemand qui va jusqu'à prétendre qu'envers des assassins qui vous demanderaient si votre ami qu'ils poursuivent n'est pas réfugié dans votre maison, le mensonge serait un crime. Donc il pousse vraiment l'idée un peu générale de Kant dans ses retranchements en disant c'est totalement ridicule. Et face à cette objection, qui est quand même très juste, Kant répond non, il persiste et signe, en distinguant, donc, comment est-ce qu'il peut assumer une telle idée ? Il distingue entre la vérité et la véracité. Il dit, ce n'est pas qu'il faut absolument dire la vérité objective, parce que de toute façon, on n'est jamais tout à fait... Qui sommes-nous pour prétendre détenir la vérité ? Mais il distingue la vérité et la véracité. Et la véracité, c'est quand on dit ce qu'on tient pour vrai. C'est crédible. Il faut qu'on soit convaincu de ce qu'on dit. Donc le critère de l'intention est toujours présent. Et au fond, pour la question de cacher des réfugiés dans la cave, cette distinction, pour moi, elle est un peu inutile. On tient pour vrai que les réfugiés sont cachés dans notre cave, donc on est obligé de le dire. Donc cette réponse-là ne tient pas. Donc il continue son raisonnement. La véracité dans les déclarations que l'on ne peut pas éviter est un devoir formel à l'égard de chacun, quelle que soit l'importance du dommage qui peut en résulter pour lui ou pour un autre. Alors pourquoi ? Parce que mentir a des conséquences, non pas forcément pour les autres, mais pour l'humanité en général. Ça crée du désordre, ça nuit à l'humanité en général. Pourquoi ? Parce que le mensonge rend impossible la source du droit, c'est-à-dire le fait qu'on fasse confiance, qu'on accorde crédit, qu'on puisse passer contrat avec l'autre. Donc c'est vraiment une raison formelle qui est inscrite dans la pensée même de Kant, qui n'est pas du tout un penseur réaliste au sens aristotélicien, pour le dire un peu de façon un peu technique et trop rapide. Donc il écrit « C'est donc un commandement de la raison sacrée, absolument impératif, et que ne peut limiter aucune convenance que d'être véridique, c'est-à-dire honnête, dans toutes ses affirmations. »
Ce qui fait que certains, je pense à Tristan et Iseult, finalement Iseult, elle se refuse, elle est honnête dans ses affirmations, mais tout en détournant, tout en pensant à son intérêt, à celui de son amant, quand elle affirme qu'aucun homme, en traversant le gué, aucun homme autre que ce vieillard qui la porte sur son dos et qui lui fait traverser la rivière, aucun autre homme n'a été entre ses jambes que ce vieil homme-là. Or, comme ce vieil homme est son amant, elle ne ment pas, donc Kant est content et elle peut préserver. Mais ici, on est dans la ruse. Donc si on est dans la ruse. C'est ce qu'on retrouve dans la philosophie grecque, ou enfin même chez les historiens grecs, la métisse, qui est cette forme de ruse, d'utilisation de forme de débrouillardise, d'intelligence circonstancielle qui permet d'échapper à un danger ou de vaincre l'ennemi à travers, par exemple, le cheval de Troie. Et dans notre vision quand même très kantienne, malgré tout dans l'arrière-fond occidental très kantien, la ruse est totalement négligée, on se retrouve comme des blanches colombes face au mal, alors que peut-être il y aurait vraiment à reconsidérer la ruse comme une force, une intelligence pratique et une lucidité face à la gravité du mal. Alors on voit que l'impératif kantien il est vraiment très difficile à tenir. Dans les faits, il est quasiment impossible. Il y a une position un peu de principe de Kant qui en même temps a toute sa valeur puisqu'elle nous montre aussi la gravité du mensonge et le risque sous-jacent qui est ce délitement dont je parlais tout à l'heure. Mais on pourrait peut-être prendre le contre-pied de Kant d'une certaine manière en disant que la vérité peut aussi parfois être une violence et le mensonge, lui, une action salutaire. Alles Herren, ich sage das nur einmal. On commence le jeu. Les retardataires sont éliminés. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Le premier qui obtient un total de 1000 points gagne un véritable char d'assaut. Zu arbeiten. Sacré Vénard. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Tous les jours, le classement vous sera communiqué par ce haut-parleur-là. Et chaque jour, la personne qui sera classée dernière devra porter la mention Anne sur un carton accroché dans le dos. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nous, on joue le rôle des très très méchants qui aboient sans arrêt et qui donnent des ordres en hurlant. Ceux qui ont peur perdent des points. Alors ça, c'est un extrait de La vie est belle de Roberto Benigni, cette fable autour d'un papa qui est envoyé en camp de concentration avec son enfant et qui, pour faire échapper son enfant, pour lui permettre d'échapper à l'horreur du camp, lui fait croire qu'ils doivent jouer à un jeu qui consiste à échapper justement à leurs surveillants allemands et à respecter un certain nombre de règles qu'il invente au fur et à mesure, dans cette traduction tout à fait fantaisiste qu'il fait des ordres et du règlement à l'intérieur du camp. Et alors ce petit exemple nous montre quand même la nécessité justement d'adapter son discours parfois à son interlocuteur. On voit dans cet extrait que donc ce père fait cette traduction fantaisiste pour son enfant et donc il ne lui dit pas la vérité sur la réalité de ce qu'ils vivent pour lui permettre d'échapper à l'horreur de la vie concentrationnaire. Et c'est aussi une notion donc, qu'on va retrouver assez bien exprimé, un rapport un petit peu différent de celui de Kant à la vérité. C'est celui que l'on entend dans un texte de Vladimir Jankélévitch qui s'appelle « Traité des vertus », publié aux éditions Flammarion. On va l'écouter, puis on en rediscute après, et va nous permettre aussi de considérer la vérité et le mensonge peut-être sous un jour un petit peu différent. Il ne faut pas faire de la peine aux mourants, fût-ce au prix d'une entorse à la vérité. Non, il ne faut pas dire la vérité aux mourants. Celui qui dit aux mourants qu'il va mourir ment. D'abord à la lettre, parce qu'il n'en sait rien, parce que Dieu seul le sait, parce qu'aucun homme n'a le droit de dire à un autre homme qu'il va mourir, tant que le mourant n'est pas mort. Comment savez-vous s'il ne survivra pas? Et d'autre part, celui qui dit au mourant l'impitoyable vérité ment en esprit, car il lui fait mal et lui inflige sans raison la torture du désespoir. Le mensonge par amour, qui est survérité, est paradoxalement plus vrai que la vérité vraie. La vérité pneumatique du mensonge d'amour est plus vraie que la vérité grammatique de la vérité pure et simple. C'est la vérité pure et simple qui est dans bien des cas un mensonge. Un sage qui ment par bonté est donc plus profondément véridique qu'un sophiste qui dit la vérité par méchanceté. Comprenez cela. Si donc la vérité n'est pas toujours aimante, l'amour, lui, est toujours vrai, et bien plus que vrai. Car même s'il ment aujourd'hui, il sera vrai demain et pour tous les temps futurs. Alors, je trouve que c'est un très très beau texte parce que
C'est pas un texte qui fait l'apologie du mensonge en tant que tel, hein, il ne faut pas se méprendre. Mais par rapport à Kant, qui a une position un peu de principe, là on est dans un rapport à la vérité, au mensonge, qui est pleinement incarné en fait, qui n'est que dans la relation. Et en fait, je trouve que c'est ce que met bien en avant Jean Kelevitch, c'est cette notion d'intention et le fait qu'il est nécessaire d'être très, très délicat vis-à-vis de l'autre et en fonction de sa situation, de s'adapter à ce qu'il peut entendre, à ce qu'il peut recevoir. Et s'il prône une forme de mensonge, on voit bien que c'est aussi un mensonge qui doit rester circonstanciel en fait, qui n'est pas une apologie du mensonge comme je le disais, ou le fait de défendre le mensonge coûte que coûte en toutes circonstances. Et notamment quand il dit le mensonge par amour qui est sur vérité est paradoxalement plus vrai que la vérité vraie. La vérité pneumatique du mensonge d'amour est plus vraie que la vérité grammatique de la vérité pure et simple. On voit à travers ça que effectivement, on peut se dire que la vérité, ça serait 2 plus 2 égale 4. Ça, c'est le côté très carré, très clair, très compréhensible. Mais que derrière ça, la vérité ne se résume pas toujours à ça et qu'elle est faite justement de cette complexité, de cette patte humaine qui nécessite de s'adapter et d'avoir la bonne parole, en fait. Oui, contrairement à Kant, qui est vraiment un penseur de l'absolu, un bloc, il fait bloc, quelles que soient les circonstances. Je pense que Jean Kelevitch, c'est un penseur des degrés. Il y a des degrés d'être, il y a des degrés de vérité. Et c'est ça qui rend ce texte absolument fabuleux. C'est incroyable. Il nous fait rentrer dans effectivement une complexité ontologique bien plus intéressante, bien plus vraie, bien plus incarnée que la vérité tout à fait extrêmement rationnelle de Kant. L'idée qu'il distingue entre une vérité pure et formelle et une survérité, l'idée qu'il aille jusqu'à affirmer qu'on peut mentir quand on dit la vérité parce qu'on ment en esprit et que le mensonge par amour est sur-vérité. Cette distinction conceptuelle, elle est absolument magnifique et elle introduit ce qui est trop peu présent encore en philosophie, qui est l'affectivité et ici l'amour. Mentir, il ne faut pas faire de la peine aux mourants, tout simplement. C'est absolument magnifique. Et merci aussi pour l'extrait du film de La vie est belle qui est indépassable. Alors nous avons évoqué un petit peu la question des fake news, un petit peu beaucoup même, la question des fake news dans la première émission. On voit donc l'usage qu'en font certains politiques, mais je voudrais qu'on revienne peut-être justement à la question du rapport entre le mensonge et le politique, pour essayer d'en voir 2 aspects complémentaires, mais surtout antagonistes, puisque le mensonge apparaît souvent comme une fatalité. Et donc, dans un premier temps, je souhaiterais qu'on entende peut-être l'archétype même de l'usage du mensonge en politique, qui est bien connu à travers la figure de Machiavel et son traité Le Prince, qui met en avant un certain nombre de principes au cœur desquels le mensonge a une place prépondérante pour mener sa carrière, conduire l'État, assurer la subsistance de l'État et surtout la conservation de son pouvoir et de ses intérêts. Alors on va écouter un extrait du texte Le Prince de Machiavel qui a été publié en 1532. Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Tel est le précepte à donner. Il ne serait pas bon, sans doute, si les hommes étaient tous gens de bien. Mais comme ils sont méchants, et qu'assurément ils ne vous tiendraient point leur parole, pourquoi devriez-vous tenir la vôtre? Ceux qui ont su le mieux agir en renard sont ceux qui ont le plus prospéré. Mais pour cela, ce qui est absolument nécessaire, c'est de savoir bien déguiser cette nature de renard, et de posséder parfaitement l'art de simuler et de dissimuler. Les hommes sont si aveuglés, si entraînés par le besoin du moment, qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Il n'est pas possible à un prince, et surtout à un prince nouveau, d'observer dans sa conduite tout ce qui fait que les hommes sont réputés gens de bien, et qu'il est souvent obligé, pour maintenir l'État, d'agir contre l'humanité, contre la charité, contre la religion même. Il faut donc qu'il ait l'esprit assez flexible pour se tourner à toute chose, selon que le vent et les accidents de la fortune le commandent, mais qu'au besoin, il sache entrer dans celle du mal. Il faut qu'à le voir et l'entendre, on le croit tout plein de douceur, de sincérité, d'humanité, d'honneur. Car les hommes, en général, jugent plus par leurs yeux que par leurs mains, tous étant à portée de voir et peu de toucher. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Alors ce texte, évidemment, un exemple parfait de cynisme, comment justement acquérir ce pouvoir, le conserver, le faire fructifier, mais avec ses intérêts. C'est un texte aussi qui nous parle qui
exprime assez bien, je trouve, l'idée de dissimulation dont on parlait dans la première émission, à travers cette idée grecque de pseudomai, de se cacher en fait, tenir les choses cachées pour faire avancer ses intérêts. Il parle aussi évidemment de l'exploitation des faiblesses humaines. Et d'ailleurs, il parle d'un présupposé que l'homme est mauvais. Il dit que présupposé est trompeur, il est biaisé, puisqu'il dit... Mais comme ils sont méchants et qu'assurément ils ne vous tiendraient point leur parole, pourquoi devriez-vous tenir la vôtre ? Voilà, donc on pourrait discuter cette assertion déjà. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ce texte, c'est que... c'est peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que le mensonge a finalement aussi rapport avec la violence, puisqu'il consiste à forcer l'autre à croire quelque chose qui n'est pas vrai, de même que la violence consiste à forcer l'autre à faire une chose que la personne n'a pas envie de faire. Et donc il y a un vrai rapport entre les deux, et ce texte-là le montre bien, puisque à travers toute une somme de mensonges, on va conduire les gens à aller là où ils n'ont pas envie d'aller, et donc on exerce cette coercition, cette contrainte sur la personne. Ce texte, il est quand même incontournable, d'abord parce qu'il est totalement neuf à chaque fois, totalement d'actualité. Un jeune loup qui ferait ses entrées en politique n'aurait pas à penser autrement s'il veut réussir dans le politique au sens ordinaire et péjoratif de l'art d'acquérir et de conserver le pouvoir. La question, vraiment, c'est pour ça qu'on termine là-dessus, est-ce que le mensonge, c'est une fatalité en politique ? On sait que la plupart des gens se détournent de la politique parce que ils sont conscients du cynisme de ceux qui la pratiquent en tant que profession. Et être un politicien aujourd'hui, c'est savoir avoir l'art d'acquérir et de conserver le pouvoir. Et ici, on a, en toute franchise, sans aucune langue de bois, sans filtre, un miroir des princes absolument pas déformé, qui est voilà comment il faut s'y prendre. Donc c'est très précieux, c'est un peu comme le texte actuel, écrit dans les années 30 par le neveu de Sigmund Freud, Propaganda. Comment manipuler les masses en démocratie des années 30. C'est un texte d'une franchise presque naïve et qui est très éclairant aujourd'hui. Mais là, on est dans la même chose. Effectivement, vous faites le lien entre le mensonge et la violence. Il faut toujours forcer un petit peu la main non pas des individus, mais de cette masse. On est toujours dans l'idée d'une gestion de masse. Ça n'a pas changé depuis le gros animal de toujours lui de Platon. On est là pour en mettre plein la vue au peuple pour qu'il se soumette et pour qu'il ne se révolte pas. L'idée, c'est d'acquérir, de conserver le pouvoir par la force s'il le faut, tout en sauvant les apparences. Et donc, la fin du texte... il faut qu'à le voir et l'entendre, on le croit, tout plein de douceur, de sincérité, d'humanité, d'honneur. Donc on garde les bonnes apparences, la forme, tout en sachant entrer dans celle du mal, au besoin, s'il faut en passer par là. Car les hommes, en général, jugent plus par leurs yeux que par leurs mains. Magnifique aussi. On est aussi nous-mêmes dans l'idée du mensonge comme mens. Ce qu'on disait au tout début de la première émission, l'idée que le mensonge est quelque chose de l'esprit, tandis que le toucher, c'est un peu comme l'odorat. Un corps peut pas vraiment mentir, à moins qu'il soit totalement imprégné du mensonge de l'esprit de son détenteur ou de son habitant, tandis que les yeux sont déjà une forme d'interprétation. Le regard, c'est vraiment l'organe le plus chargé de concepts d'interprétation. Les mains, c'est le toucher, sans médiation, sans la médiation d'un discours faux. C'est un peu comme l'odorat. Donc cette opposition à la fin du texte entre juger par leurs yeux plutôt que par leurs mains, je la trouve très très intéressante. Oui, il nous renvoie aussi peut-être à nos sociétés de l'image aujourd'hui, où finalement on nous sont donnés à voir des corps, des personnes qui représentent quelque chose, mais finalement qui restent des images, et derrière justement la réalité de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils disent, de la vérité ou le mensonge qu'ils peuvent véhiculer, reste quelque chose d'assez enfoui. Et caché et occulte. Et dans ce texte de Machiavel, il y a aussi, comme dans le texte des Pensées de Pascal, il y a une critique par Pascal de l'imagination. Non pas cette faculté de création magnifique, mais le fait qu'on s'en laisse mettre plein la vue par le visuel, par les institutions, par le décorum, par les images, par les uniformes, etc. Et ici, il y a exactement la même chose chez Machiavel. Il y a un autre texte extrêmement intéressant où Machiavel raconte comment, je crois que c'est Lucrèce Borgia, a imposé le pouvoir en instaurant une mise en scène de la violence. Il montre le sang, il montre le couteau sanglant au peuple et ça l'intimide. Il y a l'idée qu'on imprègne le mensonge, les yeux, la chair des spectateurs de cette violence-là pour le tenir, pour le museler. Donc effectivement, c'est très juste de dire que qui dit mensonge dit violence, surtout en politique. Alors pour ne pas rester sur une note trop négative, pas par rapport aux politiques, je voudrais qu'on voit à l'autre bout du spectre de la vision de Machiavel, une vision
sensiblement différente et faire entendre une autre voix, celle de la philosophe Simone Weil, donc, qui a écrit une note sur la suppression générale des partis politiques. Seul ce qui est juste est légitime. Le crime et le mensonge ne le sont en aucun cas. Notre idéal républicain procède entièrement de la volonté générale due à Rousseau. Mais le sens de la notion a été perdu presque tout de suite, parce qu'elle est complexe et demande un degré d'attention élevé. Quelques chapitres mis à part, peu de livres sont beaux, forts, lucides et clairs comme le contrat social. On dit que peu de livres ont eu autant d'influence. Mais en fait, tout s'est passé et se passe encore comme s'il n'avait jamais été lu. Rousseau partait de deux évidences. L'une, que la raison discerne et choisit la justice et l'utilité innocente, et que tout crime a pour mobile la passion. L'autre, que la raison est identique chez tous les hommes, au lieu que les passions, le plus souvent, diffèrent. Par suite, si sur un problème général, chacun réfléchit tout seul et exprime une opinion, et si ensuite les opinions sont comparées entre elles, probablement elles coïncideront par la partie juste et raisonnable de chacune et différeront par les injustices et les erreurs. C'est uniquement en vertu d'un raisonnement de ce genre qu'on admet que le consensus universel admet la vérité. La vérité est une, la justice est une. Les erreurs, les injustices, sont indéfiniment variables. Ainsi, les hommes convergent dans le juste et le vrai, au lieu que le mensonge et le crime les font indéfiniment diverger. L'union étant une force matérielle, on peut espérer trouver là une ressource pour rendre ici-bas la vérité et la justice matériellement plus fortes que le crime et l'erreur. C'est un beau texte parce que là, pour le coup, il ouvre quand même justement à une espérance et à un travail collectif qui permet d'accoucher d'une forme de vérité et ensemble. Donc Simone Weil nous lave, enfin nous enlève le cynisme un peu admis par tous qu'en fait le mensonge aux politiques c'est une fatalité, qu'il y a la vraie vie puis qu'il y a les politicards, les politiciens qui font leur cuisine. Elle n'est pas du tout de cet avis-là parce que pour elle, elle reprend la notion de politique à son sens originel qui est la participation à la cité. Et donc, à partir de là, on revient à l'idée que chaque acte est politique, chaque tentative de construire un bien en commun et pas un bien individuel ou privé, c'est politique. Donc à partir de là, existe l'idée que la politique, c'est l'art de conserver le pouvoir, donc de l'acquérir et de le conserver, c'est la politique, c'est construire un bien commun. Oui, donc ça rejoint la doctrine sociale de l'Église. Notamment, et le sens originel tellement aimé par Hannah Arendt de la politique, l'art, au sens noble. Au sens noble, au vrai sens, en fait, au sens authentique du terme. Ce qu'elle nous dit aussi, c'est que si on recherche le bien commun, si tout le monde s'y mettait un petit peu, elle réhabilite l'idée de raison. En fait, on ne sait plus tellement ce que c'est que la raison aujourd'hui. Et elle reprend ce texte qu'on n'a pas tellement compris non plus de Rousseau, le fameux contrat social, qui oppose la raison et les passions. La raison, c'est ce qui nous permet d'accéder, si on fait un petit effort, de rechercher qu'est-ce que ce serait le bien pour tous. Si on fait cet effort-là, de se poser tous ensemble autour d'une table et de réfléchir, alors, affirme Rousseau et à sa suite à Simone Weil, on tombe sur un consensus, sur un accord. Non, on ne va pas construire une centrale nucléaire dans une zone préservée, faire une guerre injuste. Non, on ne va pas privilégier une certaine partie de la population au détriment d'une autre. C'est la raison qui nous le dit. Ce ne sont pas les intérêts partisans, comme on dit. Donc ça, il y a donc le retour d'une universalité, le retour d'une vérité qui est la vérité en politique, c'est le bien commun. Donc enfin la vérité a droit de citer en politique grâce à Simone Weil. Et ce qu'elle nous dit, c'est que nous sommes capables de construire ensemble ce bien commun, à condition de nous laver, de nous ôter, de nous mettre de côté, nous et les gouvernants, nos passions qui nous portent toujours à servir nos intérêts à nous. Par définition. Alors nous allons nous quitter sur quelques notes de Madame Butterfly, cet opéra de Puccini qui met en scène un commandant de navire américain qui épouse à Nagasaki une jeune japonaise et qui, avant de reprendre la mer, lui jure fidélité et de revenir rapidement, mais dont l'histoire montrera qu'il l'abandonne finalement à son triste sort, au désespoir, à la pauvreté et au déshonneur.